Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du thème de la nouvelle lune du 22 mai 2020 qui aura lieu en Gémeaux, au tout début du signe des Gémeaux. Ce thème est derrière moi. Nous allons voir ce qu'on peut en tirer en termes d'informations utiles, si possible, tant sur le plan astrologique que sur le plan humain, évidemment. Alors, dans le signe des Gémeaux, on a évidemment cette conjonction Soleil-Lune, mais on a également une conjonction Vénus-Mercure, Vénus-Mercure, et une conjonction Vesta-Nœud Nord. Vesta est un astéroïde qui orbite dans la bande d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Je lui accorde certaines fonctions en astrologie en liaison avec la notion d'harmonie, d'équilibre et de bien-être qui en découle en général. Vesta conjointe au nœud nord est très indicatif, en fait, cette configuration est très indicative de ce vers quoi on va chercher à tendre pendant cette période de nouvelle lune, vers l'harmonie, l'équilibre et le bien-être qui en découle. C'est ce que l'on souhaite retrouver, bien évidemment. Mercure-Vénus, conjonction, Mercure en Gémeaux, c'est son signe, donc augmentation du principe de communication, avec tout ce que cela implique, déplacements, rencontres, contacts humains, et puis Vénus, l'amour, bien sûr, l'affectif, qui va entrer en action également, de manière assez forte pendant cette période. Ce sera très intéressant à observer, mais bien évidemment, il faudra faire preuve de vigilance, n'est-ce pas? Nous avons ici une conjonction Soleil-Lune, bien sûr, puisqu'elle représente cette notion de nouvelle lune. Je le répète encore une fois pour les personnes qui ne le sauraient pas encore ou qui n'auraient pas vu mes autres vidéos à ce sujet, au sujet des nouvelles lunes. La nouvelle lune, c'est un phénomène qui se produit lorsque la lune est, est en ligne avec le soleil. Quand on regarde vers la lune, on a le soleil derrière. Ça, c'est la nouvelle lune, c'est-à-dire qu'en fait, on ne la voit pas, cette lune, parce qu'elle est évidemment, absorbée par la lumière solaire, qui l'éclaire par derrière, la face cachée de la lune que l'on ne voit pas de la Terre. Donc, cette nouvelle lune, c'est un alignement, tout comme toutes les conjonctions d'ailleurs, cette conjonction Mercure-Vénus est également un alignement, vu de notre point de vue sur Terre. Quand on regarde vers Vénus et Mercure, on les voit tous les deux sur une ligne. C'est un alignement, donc une conjonction. Ils sont évidemment ici représentés en 2 dimensions, alors que dans l'espace, ils sont bien évidemment en 3 dimensions. Et la même chose pour cette conjonction ici, celle qui a d'ailleurs fait parler d'elle pour la première fois depuis 6594 ans quand même, lorsqu'elle s'est produite en Capricorne, et qu'elle va encore se produire lorsque Saturne, qui est rétrograde, ici vous le voyez avec ce R, ça veut dire rétrograde, va repasser en Capricorne à partir du 2 juillet, il va rejoindre de nouveau cette conjonction Jupiter-Pluton. Regardez la vidéo que j'ai faite à ce sujet, ça peut vous être utile, ça peut être intéressant aussi à différents niveaux. Alors, on voit que cette nouvelle lune ici en Gémeaux est évidemment particulièrement importante parce qu'il y a tout cela en Gémeaux, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6 éléments quand même dans un signe. C'est, comment dirais-je, c'est donner beaucoup d'importance à l'énergie de ce signe. C'est le signe des Gémeaux, c'est la communication à part entière. C'est le besoin d'entrer en contact avec l'autre d'une manière ou d'une autre, que ce soit par écrit ou par la parole, par le geste, par le mouvement également. Donc ce sera une période très intéressante, très probablement de ce point de vue-là. Très forte aussi, bien sûr, du point de vue affectif, comme on l'a vu tout à l'heure,
Vénus représente cette notion, hein. La Lune, c'est aussi l'émotionnel qui entre en ligne de compte. Donc ça va être très très intense, surtout pendant les quelques jours qui vont suivre cette nouvelle Lune, puisque la Lune est ici à 2 degrés des Gémeaux. Il lui reste 28 degrés à parcourir pour parvenir dans le signe du Cancer, qui est son signe. Donc elle sera aussi très, très intense dans ce signe du Cancer. Mais avant d'y parvenir, il va se passer à peu près 56 heures. Hein. C'est le temps que va mettre la Lune pour parcourir les 28 degrés, puisque la Lune parcourt environ 1 degré d'arc autour du cercle zodiacal, autour de la Terre, en fait, 1 degré d'arc toutes les 2 heures. Voilà, donc ça nous fait évidemment 28 par 2 égale 56. Donc à peu près 56 heures. 56 heures, bah, c'est 48 heures plus 8 heures. Voilà, donc 2 jours et un peu plus de séjour de la Lune ici dans le signe des Gémeaux. Donc elle va évidemment déclencher toute cette énergie très forte pendant ces 2 jours et quelques heures, parce que le signe des Gémeaux va être dynamisé par le transit de la Lune. Mais le Soleil, lui, par contre, il va y séjourner un peu plus de 56 heures dans ce signe, puisqu'il lui reste 28 degrés à parcourir, sachant qu'il parcourt environ 1 degré tous les jours. Ça correspond effectivement à 28 jours. 28, 29 jours, ça dépend. Donc c'est un phénomène beaucoup plus durable que l'énergie de la Lune, qui, elle, dans 28 jours, sera déjà revenue d'ailleurs à son point de départ, si on peut dire, c'est-à-dire elle sera revenue dans le signe des Gémeaux, au début du signe du Cancer, pardon, pour produire cette prochaine nouvelle Lune. Donc, celle-ci, en tous les cas, elle est reliée à l'énergie de Mercure. Ça, c'est incontournable et indéniable. C'est la nouvelle Lune de la communication, des contacts humains et de tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est aussi la nouvelle Lune au cours de laquelle on va s'exprimer énormément à toutes sortes de niveaux et de multiples façons. On va en avoir besoin de communiquer et de s'exprimer à propos de tout un tas de choses. Alors, il faut quand même faire preuve de vigilance. Parce qu'on voit quand même que cette conjonction, qui est en soi plutôt agréable, est en dissonance avec Neptune. Et Mars n'est pas très loin. Mars est également en Poisson, le signe des Poissons, est en dissonance avec le signe des Gémeaux du point de vue des éléments qui les représentent. Ce n'est pas vraiment une dissonance, en fait. Parce que, le signe des Gémeaux est un signe d'air et le signe des Poissons est un signe d'eau. Donc l'eau et l'air cohabitent, hein, H2O, voilà, il y a de l'air dans l'eau et de l'eau dans l'air. Le fait est que ces deux éléments sont reliés intrinsèquement, mais en même temps, si vous essayez de mélanger de l'eau avec de l'air ou inversement, bah, vous n'allez pas voir grand-chose de plus que des bulles qui vont très rapidement s'échapper, et puis voilà, vous aurez... vous serez en présence d'eau et c'est tout. Donc cette pseudo-dissonance, on peut dire, est quand même une relation privilégiée dans le sens où l'air et l'eau ne peuvent pas se passer l'un de l'autre finalement, puisque l'eau n'existerait pas si l'air n'existait pas, et puis inversement, hein, si l'eau n'existait pas, l'air n'existait pas non plus. Donc c'est parce qu'il n'y a pas d'air ou plus d'air sur Mars, par exemple, qu'il n'y a plus d'eau. Voilà, un exemple. Donc, il y a une relation. D'autant plus que ce sont deux signes dits doubles ou mutables. Donc, des signes doubles, ce sont des signes qui s'adaptent, qui changent, qui progressent au gré des courants, si vous voulez, et des flux qui les motivent à aller dans un sens ou dans l'autre. Mais Neptune est en position de force, tout comme Mercure est en position de force dans le signe des Gémeaux. Donc ces deux-là, en fait, se regardent de travers, si on peut dire. Neptune essaye de faire croire des choses. C'est ça, comment dirais-je, ça symbolique. Neptune représente les croyances, Neptune représente la foi, Neptune représente en fait tout ce que l'on a besoin aussi d'imaginer et donc de croire.
Mais croire n'est pas nécessairement le reflet de la réalité. Donc on peut croire des choses qui vont être en décalage en fait avec cette réalité. Et je crois qu'il faudra faire un effort pendant cette période pour éviter ce genre de décalage, sinon des déceptions vont en découler. De différentes natures, évidemment, selon la vie et le thème de chacun, mais on aura des déceptions, je dirais, sur le plan intellectuel, parce que Mercure représente la communication, les relations, les démarches qu'on peut avoir à faire aussi à cette époque. Vénus représente l'aspect affectif des choses, donc quand Vénus est en dissonance relative avec Neptune, c'est vrai que l'affectif prend une allure beaucoup plus utopique peut-être que réaliste. Donc c'est utile pour l'imaginaire, parce que Neptune représente cet imaginaire. Donc quand on a Mercure en dissonance, comme c'est le cas ici avec Neptune, on est peut-être plus à l'aise dans l'imaginaire que dans la réalité. Donc on va se faire tout un cinéma et ce sera une source de satisfaction sur le moment. Mais après, avec le recul, peut-être que ça deviendra une source de déception. Même chose avec Vénus. On peut s'imaginer être, comment dirais-je, très dans la créativité artistique et avoir l'impression que ce que l'on est en train de créer est un chef-d'œuvre, alors qu'au bout du compte, si on le réécoute ou qu'on regarde ou qu'on relit ce qu'on aura écrit ou ce qu'on aura créé quelque temps plus tard, on se dira non, finalement, c'était pas tout à fait ça. Et sur le plan affectif ou sentimental, c'est la même chose. Donc, n'allons pas non plus nous imaginer tout un tas d'idéaux qui ne seraient pas, encore une fois, le reflet, ou qui ne seraient pas au rendez-vous lorsque on arrivera. Vous prenez rendez-vous avec quelqu'un sur Internet, par exemple, et puis vous allez rencontrer cette personne, et finalement, soit cette personne n'est pas là, soit elle n'est pas du tout ce que vous attendiez qu'elle soit. Voilà, donc déception. Oh mince alors, c'est un petit peu la chanson de Brel, ce soir j'attends Madeleine, on ira au cinéma, elle me dira des je t'aime, etc., etc. Puis en fait, elle n'est jamais venue. Donc c'est un petit peu symbolique de cette dissonance. C'est un potentiel de déception, mais dans ce mot déception, il y a quelque chose d'assez dur, d'assez lourd. Donc c'est peut-être pas autant aussi fort que ça, mais quand même. Voilà. Et puis ça peut aussi être à l'origine d'une perturbation physiologique. Ici, quand même, le signe des poissons est relié à l'énergie de l'eau, d'accord, mais également à l'énergie du système respiratoire. Donc le fait que ce système respiratoire soit aussi, pendant cette période actuelle, la période que nous vivons depuis quelque temps, une zone sensible du corps humain, il faudra faire preuve de vigilance à ce sujet pendant cette période pour éviter justement les contacts trop rapprochés. Vous voyez, ces conjonctions sont quand même représentatives de cela, d'autant plus que Vesta et le nœud nord sont également en conjonction. Nous avons un petit peu plus de 7 degrés d'orbe entre Mercure et Vesta. On peut considérer que c'est une conjonction. Donc le besoin de rapprochement va être très fort, effectivement. Mais il peut devenir une source aussi d'incidents divers. Vous voyez ici, on a Mars. Mars est quand même en dissonance avec la conjonction Soleil-Lune. Donc il va, lui, avoir tendance à nous rendre plus impulsifs, plus agressifs, peut-être aussi plus réactifs en tous les cas. Plus, allez, on y va, on va le faire, on s'en fout des règles et des lois, par exemple, ou bien on s'en fout des risques. Et puis, évidemment, ça peut être une source d'incidents de parcours, voire même d'accidents. On peut dire que les natifs des Gémeaux seront peut-être les plus concernés. Je vais faire très attention parce que je suis né sous ce signe quand même. Mais je pense qu'on le sera tous d'une manière ou d'une autre parce qu'on a tous quelque chose de Tennessee, j'allais dire. Non, on a tous quelque chose en Gémeaux. C'est clair et net. On a tous une maison ou un élément, voire un astre ou plusieurs.
même, pourquoi pas. Donc on est tous concernés par cette conjonction, et surtout que sur le plan global, c'est-à-dire si on s'adresse à l'astrologie d'un point de vue mondial, cette énergie va évidemment influencer le monde entier. Donc les êtres humains vont avoir besoin de se rapprocher les uns des autres. Peut-être que les animaux aussi d'ailleurs, mais on fait de l'astrologie en particulier pour les êtres humains. Donc pendant cette période, on remarque quand même que Vénus est rétrograde. Cette rétrogradation de Vénus est intéressante dans le sens où elle représente aussi une notion de relâchement, comme on l'a expliqué pour la rétrogradation de Saturne, que j'évoquais dans la vidéo du même nom. Eh bien, le relâchement va être de nature affective. Et Vénus joue un rôle aussi au niveau de la santé. Cette planète représente aussi la fonction glandulaire, en particulier celle de la thyroïde, et d'autres fonctions. Donc il faudra vraiment, je pense, pendant cette période quand même, rester vigilant. Et cette vigilance, elle va diminuer parce que cet astre Neptune dont je vous parlais tout à l'heure a cette tendance à nous rendre beaucoup moins vigilants. En fait, on avance avec Neptune, on avance dans le brouillard. Hein. Donc, au petit bonheur la chance, comme on dit. Mais ça ne suffit pas nécessairement pour éviter les obstacles. Il pourrait y en avoir, d'autant plus que, bon, c'est vrai que Mercure va quitter le signe des Gémeaux assez rapidement, mais Vénus, elle, va rester en Gémeaux jusqu'au 8 août, ou 7 ou 8 août. Donc c'est un long transit parce qu'il y a un phénomène de rétrogradation aussi pour cette planète dans le signe des Gémeaux, où elle va séjourner, où elle aura séjourné du 3 ou 4 avril jusqu'au 7 ou 8 août. Donc un transit de 4 mois quand même, alors que d'une façon générale, c'est un astre qui va traverser un signe en 3 semaines. Donc c'est ce phénomène de rétrogradation apparente qui va retenir cet astre dans l'axe du signe des Gémeaux, de notre point de vue sur Terre, encore une fois. Hein. Donc c'est un phénomène quand même intéressant, parce qu'il a une incidence sur le besoin aussi affectif de communication entre les êtres humains, sur la Terre entière. D'ailleurs, on le voit. C'est-à-dire que pendant cette période de confinement, il est évident qu'une forme de créativité s'est multipliée sur les réseaux sociaux, mais dans la rue également. De différentes manières, les gens ont utilisé leur créativité pour communiquer. Et ça a évidemment, et ça revêt un caractère affectif indéniable et incontournable. Donc on est bien dans cette logique. Par contre, évidemment, l'affectif ne fait pas tout, et le mental, ici représenté par Mercure, lorsqu'il est trop influencé par l'affectif, n'est plus objectif. L'amour n'est pas objectif. Donc l'objectivité rationnelle peut être effectivement représentée par Mercure en Gémeaux, bien que ce soit un signe dans lequel cette planète représente aussi le côté un peu, j'allais dire versatile, mais en tous les cas assez instable du comportement, mais très adaptable. Donc c'est cette adaptabilité aussi qui fait qu'on a su et on a pu, pendant cette période de confinement, s'adapter. Simplement, c'est la capacité de résilience de l'être humain. Mais on a ici aussi une notion de déception. Alors il ne faudrait pas que cette déception, vu que Mars va quand même se rapprocher de Neptune assez rapidement, puisqu'il y aura une conjonction exacte entre Mars et Neptune le 13 juin. Et donc ce jour-là, le Soleil sera toujours dans le signe des Gémeaux. D'ailleurs, il sera aux alentours de 22 degrés, là où se trouvent actuellement Mercure et Vénus, un petit peu plus loin. Et il y aura donc un carré exact avec Neptune et Mars. Et là, en fait, ça peut indiquer un moment où, confronté à une déception, quelle qu'elle puisse être dans sa vie, chacun d'entre nous, ou confronté à une erreur commise, une erreur de parcours, une erreur d'appréciation, une erreur de jugement,
quelle qu'elle soit, elle peut déclencher en fait des réactions hostiles. Et puis cette hostilité peut aussi se manifester dans le comportement humain par rapport à ses dirigeants, qui n'auraient pas peut-être agi comme ils auraient dû agir, comme on aurait attendu ou espéré qu'ils agissent. Donc il y a ici, avec cette conjonction Mars-Neptune et ce transit de Mars en Poisson, dans le signe de Neptune, quelque chose d'assez chaud en fait, qui peut réveiller l'instinct des croisés, hein, c'est-à-dire ces guerriers qui partaient en guerre pour prêcher et imposer la bonne parole. Donc l'aspect religieux, entre guillemets peut-être, mais cela peut indiquer aussi une période d'augmentation des risques d'incidents, justement en rapport avec la religion ou les croyances. Donc ce mois de juin sera aussi un moment assez, une période assez forte, hein. On en reparlera évidemment quand j'analyserai la nouvelle lune, qui est la pleine lune, pardon, qui aura lieu en juin. Elle sera certainement aussi très intéressante de ce point de vue-là. Parce que Mars aura justement progressé, effectivement. Donc, ensuite, où en sommes-nous? On va parler un petit peu de ces trois-là. Vous voyez que Saturne est en Verseau, il est rétrograde, ça, hein, on en a parlé dans la vidéo que j'ai faite, encore une fois, du même nom. On a un Saturne qui est en dissonance avec Uranus, très bien, mais il est en harmonie avec cette conjonction Soleil-Lune. C'est le côté raisonnable des choses que représente Saturne. Et c'est le côté j'obtiens quelque chose qui est concret, solide et durable. Donc il y a un potentiel quand même de réalisation, effectivement, qui peut se manifester au moment de cette nouvelle lune. La nouvelle lune, je ne l'ai pas dit au début parce que je le dis à chaque fois, sur chaque vidéo, mais je vais le dire un petit peu plus vers la fin. Eh bien, c'est un moment à choisir pour s'engager dans quelque chose. Pour faire une démarche, on est en Gémeaux. Pour faire une démarche, pour faire un voyage, pour envoyer un courrier, pour passer un coup de téléphone à quelqu'un à qui on n'a pas parlé depuis très longtemps, pour entrer en contact. Voilà. Et également pour s'initialiser dans une perspective aussi d'évolution des capacités de communication et de relation avec les autres. Donc, prendre une décision et s'engager dans quelque chose de nouveau lors de la nouvelle lune en Gémeaux est toujours très intéressant parce que cela représente aussi un projet qui va être une source d'effervescence, on va dire, intellectuelle ou mentale. Et ça va devenir aussi très, comment dirais-je, très motivant sur le plan des relations humaines. Donc, si vous avez un projet qui s'apparente un petit peu à ce que je viens de vous expliquer, allez-y, profitez-en. Profitez-en pour le concrétiser, peut-être même d'ailleurs au jour de la nouvelle lune. Le jour de la nouvelle lune, cette conjonction, ce trigone, comme on dit, donc ce lien bénéfique entre ces trois-là, va évidemment être presque à son maximum. À partir déjà d'ailleurs de la veille, hein, on est ici le 22 mai, donc déjà à partir du 21, il y aura une influence assez forte, mais elle va vraiment se concentrer le 22 mai, et 4 heures avant cette heure-ci, hein, ça c'est l'heure Greenwich bien évidemment, 17h40 c'est l'heure GMT, c'est le GMT, donc l'heure universelle du méridien 0, 17h40, moins 4 heures, ça c'est le temps que va mettre la Lune pour parcourir ces 2 petits degrés. Donc 4 heures, ça nous donne 13h40 GMT. En France, il sera 2 heures de plus, et puis ailleurs, ben voilà, faites votre petit calcul. Ce sera le moment où la Lune va entrer en Gémeaux, et elle va se mettre automatiquement en accord avec Saturne. Et là, on entre effectivement dans une période aussi de réalisation concrète, du potentiel en tous les cas. Et ce potentiel, il faut qu'il soit exploité, bien sûr. Donc, si vous avez un projet, et que ce projet peut vous emmener loin, mais loin, pas nécessairement en distance, encore que, pourquoi pas, mais sur la durée. Parce que Saturne, c'est le facteur temps, c'est Chronos. Donc, ce dans quoi on va s'engager,
lorsque Saturne est en accord avec un astre important qui représente cet engagement, on a davantage de potentiel de réalisation sur le long terme. Donc ça veut dire que si vous avez un projet effectivement sur le long terme, eh bien il sera favorisé par cette configuration. Et si vous prenez votre décision et si vous vous engagez même peut-être officiellement, une démarche, un courrier ou je ne sais quoi, eh bien vous serez effectivement dans les temps et en accord, en harmonie, si je puis dire, avec les énergies cosmiques. Bah, c'est symbolique peut-être, mais pourquoi pas. Après, il y a ces deux-là qui sont conjoints. Mais ce qu'on remarque, évidemment, c'est que Jupiter, Saturne et Pluton sont tous les trois rétrogrades. Et ces trois rétrogradations ont quelque chose à nous dire. On rétrograde. On rétrograde vers quoi? On rétrograde vers le Capricorne. Parce que Saturne, c'est l'astre qui représente le signe du Capricorne, et il est en mode rétrograde parce qu'il se redirige, de notre point de vue sur Terre, encore une fois, il ne fait pas marche arrière du tout, rassurez-vous. Il se redirige vers le signe du Capricorne, dans lequel il va entrer ou rentrer de nouveau, donc le 2 juillet. Et à partir du 2 juillet, il y sera vers la fin de l'année, jusqu'au 17 décembre. Et il va reprendre son mouvement direct en Capricorne le 12 septembre, et à partir de ce moment-là, l'énergie va devenir très forte, parce qu'il ne sera plus rétrograde. Et bien évidemment, Jupiter va reprendre également son mouvement direct à cette époque-là, parce que c'est comme ça. Mais reprenant son mouvement direct, Jupiter redevient très actif. Alors, que va-t-il se passer par rapport à ces phénomènes de rétrogradation actuels? Est-ce que cela indique effectivement que le relâchement général et le déconfinement un petit peu partout dans le monde risquent de produire cette deuxième vague que j'évoquais précédemment dans la vidéo que j'ai faite pour la rétrogradation de Saturne? Peut-être. Mais cette conjonction ici est quand même en harmonie relative, parce que c'est un faux aspect avec le Soleil et la Lune. Donc tant qu'on est dans cette logique-là, et surtout même avant d'ailleurs cette nouvelle Lune, lorsque la Lune transitera le signe du Taureau la veille et l'avant-veille de ce jour, du 22 mai, eh bien la Lune en harmonie avec Jupiter et Pluton apporte quelque chose de positif et peut effectivement créer une dynamique d'évolution dans le sens positif du terme, parce que la Lune représente l'émotionnel qui fait partie quand même intégrante de la nature humaine, il faut bien le dire, surtout en cette période un peu troublée, un peu beaucoup même, si je puis dire. Le fait est qu'il faudra faire preuve quand même de vigilance, parce que les rétrogradations sont signes de relâchement, et le relâchement n'est pas conseillé quand même. Donc restons quand même très vigilants pour éviter que ces perturbations ne nous rejoignent. D'autant plus qu'on a toujours cette conjonction ici entre Chiron et la Lune noire. Chiron, c'est la santé. La Lune noire, c'est l'inconnu. Et c'est bien ce qui nous a évidemment marqué et frappé mondialement, cet inconnu en liaison avec la santé. D'autant plus que cette conjonction se trouve dans le signe du Bélier. Et le signe du Bélier en astrologie médicale représente la tête. Voilà. Donc, c'est bien par les organes de la tête, le nez, la bouche, que ce microbe ce virus plutôt, entre en nous, n'est-ce pas? Donc, il est quand même très intéressant de voir à quel point les configurations astrales parlent, quand on sait les décoder, bien évidemment. Donc, cette conjonction Chiron-Lune noire, elle est toujours active. Chiron est un astre lent, c'est un astéroïde ou un résidu de comète, comme certains astronomes ou astrophysiciens le nomment. C'est donc un corps céleste, pour être plus vague, qui orbite entre Saturne et Uranus.
et qui met 51 ans pour faire, ou presque une cinquantaine d'années, pour faire le tour du zodiaque. Et Chiron a une orbite très excentrée, un peu comme celle de Pluton. Et donc, ça veut dire que cet astre va, de notre point de vue sur Terre, toujours bien évidemment, séjourner beaucoup plus longtemps dans certains signes que dans d'autres. Et par exemple, il était dans le signe des Poissons avant d'entrer dans le signe du Bélier, où il a passé pratiquement 8 ans. Et il va passer à peu près le même temps dans le signe du Bélier. Et par contre, quand il transitera le signe de la Vierge, il va y séjourner à peu près 2 ans, ou un petit peu plus, ou un peu moins. Vous voyez, donc les durées de transit sont très variables. Mais dans cette variable, il y a évidemment quelque chose de très important, c'est que l'astre qui reste très longtemps dans un secteur du ciel par rapport à notre position sur Terre, va avoir une influence beaucoup plus profonde et avec des répercussions beaucoup plus durables. Donc, sachant que Chiron va séjourner environ 7-8 ans dans ce signe du Bélier, je vais y arriver, et qu'il y est entré, je crois, en 2018, je n'en suis pas totalement sûr d'ailleurs, il faudrait que je vérifie dans les éphémérides. Vous avez, si ça vous intéresse, les éphémérides des astéroïdes, Chiron, Vesta et les astéroïdes, que j'utilise dans ma pratique de l'astrologie. Et donc, dans ce livre, vous avez toutes les positions au jour le jour, de 1900 jusqu'à 2050, des astéroïdes principaux, et ainsi d'ailleurs que de la Lune noire, et donc des 5 astéroïdes. Alors, Chiron donc est entré dans le signe du Bélier. Voilà. Oui, c'est beaucoup plus récent, c'est en 2019. C'est quand même symbolique, effectivement. Il y est entré en 2018 et il y a eu un phénomène de rétrogradation. Il est entré en avril 2018 dans ce signe du Bélier. Il a commencé à rétrograder en juillet et il est repassé dans le signe des Poissons un petit peu plus tard, en septembre, à la fin du mois de septembre, et il est revenu dans le signe du Bélier, donc pour s'y installer beaucoup plus définitivement, en février 2019. Et donc, si on considère qu'il va y séjourner environ 7 ans, ça veut dire qu'il n'en sortira pas avant 2026 ou même 2027. Et là, je regarde 2026, effectivement, c'est au mois de juin qu'il en sortira. Donc en 2026, Neptune va changer de signe pour passer en Bélier. Ce sera aussi une vidéo que je vous réserve d'ici là. Donc cette conjonction va évidemment perdurer, sauf que la Lune noire va se déplacer un peu plus rapidement quand même, mais il n'empêche qu'elle va séjourner dans ce secteur du ciel pendant encore quelques mois. Et ça veut dire qu'il faudra continuer à faire preuve de vigilance, parce que cette Lune noire représente le degré d'inconnu qui cohabite avec cette situation que l'on essaye de connaître et de comprendre. Donc, est-ce qu'on va y parvenir ? Je le souhaite, bien évidemment, mais sachant que Mars va transiter ici pendant 6 mois, à partir du 29 juin jusqu'au mois de janvier 2021, il va falloir de nouveau faire preuve d'une grande vigilance. Je ferai une vidéo à ce sujet très prochainement. Pour l'instant, je vous laisse tranquille et je vous remercie de votre attention et de votre intérêt pour mon travail. Soyez prudents, vigilants, mais soyez aussi à l'écoute et prêts à communiquer autant que possible avec ceux qui vous entourent et ceux qui vous aiment. À bientôt. Au revoir et d'avance, je vous souhaite une belle nouvelle lune en Gémeaux. Au revoir.